Chers amis, bonsoir. Je vous accueille ce soir du Parlement et je voudrais saluer Serge. Merci encore d'animer cette seconde table ronde de la Renaissance sur la thématique de la transition énergétique en Martinique. Au moment où l'Europe s'interroge et recherche la sobriété énergétique suite à la guerre en Ukraine, il est vital pour nous en Martinique, territoire ultramarin, de devenir, comme le dit mon collègue Stéphane Bijoux, ultra malin. Comment réussir cette transition énergétique? Comment devenir plus autonome et moins dépendant des énergies fossiles? Nos compatriotes martiniquais, mais également ceux de l'outre-mer français, ne mesurent pas forcément les enjeux de cette transition énergétique pour notre avenir. Je prends un simple exemple qui doit interpeller chacun d'entre nous et qui fausse bien souvent notre jugement. En effet, peu de Martiniquais savent que le coût de l'électricité est très encadré, réglementé. Il est le même et qu'il n'est pas le même que sur l'Hexagone. Et EDF, chez nous, vend donc à perte l'électricité dans tout l'outre-mer. Merci à la République. Ce soir, pour évoquer les enjeux de cette transition énergétique, nous avons invité 3 personnalités, 3 experts, pour nous en parler. Nous dire ce que l'on entend par transition énergétique, établir un état des lieux, nous faire part des perspectives d'avenir et bien entendu répondre à la question posée. Permettez-moi d'exprimer 2 souhaits pour ce débat majeur. En tant qu'eurodéputé, j'appelle à beaucoup de pédagogie dans les explications vis-à-vis du public concernant les enjeux. Et 2, je souhaiterais que nos consultants puissent situer leur discours ou leurs difficultés au regard des directives européennes en vigueur sur le sujet de la transition énergétique. Enfin, je veux exprimer mes remerciements et ma gratitude à nos intervenants du soir, Monsieur Xavier Fichot, directeur d'EDF Martinique, Monsieur Nicolas de Fontenay, directeur d'Albioma Martinique, et Monsieur Jean-Rémy Villageois, directeur du Grand Port Maritime de Martinique. À tous, je vous souhaite une belle et agréable conférence. Je vous suis à distance, cette fois-ci de Bruxelles, à une heure toujours très tardive. Voilà ce que je voulais vous dire. Serge, je te rends le micro. Et Monsieur Nicolas de Fontenay, directeur d'Albioma. Juste pour le fun, hein, mon appareil a mis Fontenay au rose. Quand j'étais un peu Fontenay, il m'a mis... je viens d'enlever. Notre deuxième table s'intitule donc « Comment réussir la transition énergétique en Martinique ?» Petit rappel, pour faire simple. La transition énergétique consiste à abandonner les combustibles fossiles au profit d'énergies renouvelables. Si je dis des bêtises, vous m'arrêtez. Il s'agit tout à la fois d'un objectif politique et d'un objectif technique, d'une modification structurelle des modes de production et de consommation de l'énergie. Ça fait savant quand je dis ça, mais bon, vous allez vous habituer. C'est un problème mondial de recherche d'équilibre. En France, il y a une loi de transition énergétique qui vise à permettre de contribuer à la lutte contre le dérèglement climatique, on en parle beaucoup, et de renforcer l'indépendance énergétique tout en garantissant un accès à l'énergie à des coûts compétitifs. Je vous souhaite bien du plaisir. Bien. Alors, qui a dit qu'on marche sur des œufs? Non, je ne sais pas qui. En vrac, donc. Je vais faire le plus vite possible. Il s'agit de réduire les émissions de gaz à effet de serre et la consommation énergétique du bâtiment, d'accélérer la rénovation énergétique des bâtiments, de lutter contre la précarité énergétique des ménages, de favoriser le recours aux énergies renouvelables et aux matériaux durables pour la construction, de renforcer le rôle des collectivités locales pour mobiliser leur territoire et réaffirmer le rôle de chef de file de la région, pour nous, bien évidemment, la collectivité, dans le domaine de l'efficacité énergétique. Et suivent quelques mesures phares dont nos invités ne manqueront pas de nous parler. Comme lors de la première table ronde, nous vous proposons une architecture plutôt simple. Nos 3 invités à tour de rôle pendant 15 minutes, à 1 minute près,
vont nous brosser leur vision actuelle de l'énergie en Martinique et de la transition souhaitée, la situation réelle, en fait, telle qu'ils la vivent. Au bout de ces 45 minutes, nous donnons la parole à la salle dans un jeu de questions-réponses, en tout respect, sans agressivité. Je vais le redire à chaque fois. Enfin, chaque fois qu'on aura une table ronde. Contrairement à notre première rencontre, je vous suggère de faire part éventuellement de vos propositions, parce qu'on ne peut pas revenir après les propositions de nos invités, question de timing. Donc, si vous avez déjà des propositions, ce serait intéressant de les donner au moment de la parole au public, et nos invités vont noter, et ces propositions pourront éventuellement être dans le rapport final que nous allons écrire. Ce sera, disons, la contribution citoyenne, parce que c'est à la mode. Et en deuxième mi-temps, excusez-moi, des formations de sportifs. Enfin, après la parole au public, nos invités répondront de façon pratique à la question « Comment réussir la transition énergétique en Martinique ?» en donnant 2, voire 3 pistes que nous pourrons soumettre lors de notre fameux rendez-vous avec l'Europe. Voilà. C'est clair pour tout le monde. Étant de l'ancienne génération, je ne suis pas le seul, permettez que je donne d'abord la parole à Mme Odile Koumo, je suis désolé, mais je suis de l'ancienne génération, directrice de EZ Drive, que nous remercions, je vous l'ai déjà dit tout particulièrement. Elle nous parlera de mobilité verte. En 2 phrases, j'introduis c'est quoi EZ Drive, c'est quoi la mobilité verte. Mme Koumo nous en dira davantage, mais puis-je vous dire quand même, parce que j'ai cherché, EZ Drive en 2022 a été sélectionné parmi les 120 pépites de la tech française. Bon, déjà, c'est des mots bizarres, tech. Puis-je ajouter, je cite, que EZ Drive est un réseau collaboratif permettant à chacun de tirer bénéfice de son engagement dans la transition énergétique. C'est beau. En plein dans le sujet, vous dites. Et vous me dites, et la mobilité verte. On parle d'aménagement du territoire pour faciliter une mobilité peu polluante et surtout respectueuse de l'environnement. On parle bien évidemment d'urbanisme, d'infrastructure et d'organisation du transport. Excusez-moi. En Martinique, parler de transport, c'est comme parler de corde dans la maison d'un point de vue. Et aussi de réduction de la mobilité. Madame Koumo, dites-nous davantage. Très bien, je vous remercie pour cette introduction. Donc, merci à tous d'être là. C'est très agréable de voir qu'il y a plusieurs personnes, en tout cas qu'il y en a un certain nombre qui s'intéressent à la transition énergétique. Donc, pour me présenter, Easy Drive, alors, excusez-moi, on dit Easy Drive, parce que c'est facile de conduire en étant propre. Donc, Easy Drive, c'est une petite fille, une petite sœur de la société Green Technology, que vous connaissez déjà peut-être, qui est une société fondée en 2013 par Franz Ebader, qui est un Martinico-Guadeloupéen, et donc qui œuvre depuis le démarrage pour accélérer la transition énergétique sur le territoire, donc Martinique, Guadeloupe, Guyane et Réunion. Alors, il faut savoir que la planète ne va pas très bien, ça, je pense que tout le monde l'a déjà constaté. Et pourtant, ce qui est assez surprenant, c'est qu'on a... Je vais vous raconter un peu l'histoire, excusez-moi, mais c'est indispensable. On arrive à une époque où on a traversé 2 révolutions industrielles. Une révolution industrielle, elle intervient quand on a 3 éléments fondamentaux. C'est un nouveau moyen de communication, un nouveau mode de mobilité et une nouvelle source d'énergie. Donc il y a eu la première révolution industrielle qui est arrivée avec le télégraphe, l'arrivée de la machine à vapeur et le charbon. Donc il y a eu l'avènement du train, et des locomotives, de tout ce qui a engendré du progrès sur notre planète. Puis il y a eu l'arrivée de l'électricité avec le téléphone et la voiture. Donc ça a transformé bien sûr les modes de déplacement et les usages sur la Terre entière. Aujourd'hui, on a une autre époque. On a un nouveau mode de communication qui est Internet. On a un nouveau mode de fabrication d'électricité qui est le solaire. On a la chance d'avoir beaucoup de soleil en Martinique. Et on a un nouveau mode de locomotion qui est la voiture électrique. Alors pourquoi je vous raconte ça? C'est parce que quand il y a ces 3 éléments qui se conjuguent au même moment, ça peut être une source d'innovation
qui est très importante. Et actuellement, on est, alors c'est pas moi qui l'ai inventé, hein, bien entendu, ce sont des grands visionnaires de notre environnement, qui réfléchissent beaucoup plus que moi, qui ont dit, donc on est à l'aube de la 3e révolution industrielle. D'ailleurs, elle a déjà bien démarré avec le fait que le coût des batteries qui sont faites en lithium pour les voitures est de plus en plus bas, et c'est la même chose pour les panneaux photovoltaïques. Donc, ce qui fait que ces technologies qui sont non seulement existantes sont de plus en plus abordables. Alors, qu'est-ce qui se passe? En Martinique, on a plus de 53% de l'électricité, enfin de l'énergie qui est consommée dans les transports. Vous avez tous vu ce que c'est que de se déplacer sur nos territoires. Il y a énormément de voitures. Et on n'a que 25% de ces voitures, de cette énergie qui est produite avec des ENR. Ça, ce sont les chiffres de 2019. Alors, j'avoue que M. Fichot aura probablement des chiffres plus récents. Non, bon, dommage. Donc, qu'est-ce qu'on fait chez EasyDrive? Alors, on essaie d'accélérer la transition énergétique par 3 moyens principaux. On propose, bien sûr, un réseau de bornes de recharge qui est à compensation solaire. Alors, il y a plein de gens qui sont contre la voiture électrique parce qu'ils disent « mais à quoi bon avoir une voiture électrique quand on se charge à la centrale de Bellefontaine ?» Eh bien, en fait, il faut savoir que même en vous rechargeant sur une source d'électricité qui est un peu plus polluante, comme celle de Bellefontaine, de toute façon, la voiture électrique a une production de CO2 qui est bien moindre que n'importe quel véhicule thermique, à partir du moment où elle est utilisée plus de 40 000 km. C'est-à-dire qu'au-dessous de 40 000 km, on n'est pas complètement sur un véhicule entièrement écologique, mais une fois qu'on a dépassé les 40 000 km, quel que soit le mode de production de l'électricité, c'est une voiture qui est plus écologique que la voiture thermique. Et ça a été fait par des associations indépendantes écologiques, c'est pas fait par des lobbies, c'est des études très sérieuses qui ont été faites sur le mode de déplacement des véhicules, enfin la consommation en CO2 des véhicules. Donc qu'est-ce qu'on a fait chez EasyDrive? On a décidé de créer un réseau de bornes de recharge qui sont alimentées, dès qu'on peut en tout cas, par des panneaux solaires. Donc je pense que vous avez tous vu les ombrières de Madiana, qui sont donc des panneaux photovoltaïques avec des bornes dessous. Et donc en fait, ces bornes ne sont pas alimentées directement par des panneaux solaires, quel que soit l'endroit, parce que tout simplement les panneaux solaires ne produisent pas la nuit. Et donc, elles sont raccordées au réseau d'EDF. Merci à EDF d'avoir un réseau si stable, parce que sinon, ce ne serait pas très bon pour nos voitures. Et par contre, on produit suffisamment d'électricité solaire, nous, en tant que producteurs, puisqu'on est aussi producteurs en photovoltaïque, pour compenser totalement l'électricité qui est utilisée, qui est consommée sur les bornes de recharge. Donc, ça transforme la voiture électrique en un véhicule extrêmement écologique, puisqu'il est alimenté par du soleil. Alors ça, c'est un premier point. Le seul truc, c'est que une borne de recharge, une voiture, ça consomme beaucoup d'électricité. Si, imaginons, 25% de la population martiniquaise passe à la voiture électrique, achète une borne de recharge chez lui et se branche entre 17 et 19 heures, tout le monde en même temps, sur sa borne. Eh bien, on va avoir un gros souci. Ça risque de faire un énorme blackout sur la Martinique puisqu'on ne pourra pas répondre à cette demande. Donc, ce qui est fondamental ici, c'est de penser un petit peu le réseau de bornes et l'alimentation de ces voitures électriques pour en faire quelque chose qui permette de répondre à l'équilibre de la demande. C'est une des exigences du réseau d'EDF. EDF s'engage vis-à-vis de ça, c'est-à-dire de pouvoir répondre instantanément aux besoins qu'ont les consommateurs en électricité. Chez EasyDrive, on essaye, en tout cas dans la mesure du possible, de travailler avec EDF pour poser des bornes de recharge intelligentes qui sont connectées à un signal qui est envoyé par EDF qui s'appelle l'Open Data, qui permet de diminuer le débit de la borne au moment où il y a le plus de demandes sur le réseau. Donc, qu'est-ce qui se passe? Toutes les bornes actuellement du réseau public sont comme ça. Quand EDF dit « attention, beaucoup de consommation », la borne reçoit un signal, c'est un système informatique très très basique, 0,1. Elle est instantanément à débit réduit de moitié.
Quand on multiplie ce genre d'appareils, et si on multiplie ces appareils au domicile, ben ça permettra à EDF de toujours être en capacité de répondre à nos demandes. Par ailleurs, on a aussi la possibilité d'installer des panneaux photovoltaïques chez soi pour bien sûr alimenter sa voiture, si possible pendant la journée, puisque c'est là où le panneau photovoltaïque produit l'électricité, bien entendu. Et donc d'avoir une démarche vraiment écologique au niveau de votre mobilité. Donc la solution, ça reste quand même d'avoir le maximum d'entreprises qui répondent à ce besoin-là. Donc en Martinique, on a bien sûr des grandes entreprises qui sont les premiers à s'être mis à la mobilité propre. Et quand elles s'engagent en même temps à produire cette électricité solaire, mais c'est encore mieux parce que la plupart des véhicules, vous arrivez le matin, vous vous garez sur votre place de parking dans votre entreprise et vous laissez votre voiture toute la journée sur le parking. Donc imaginons que ce parking est équipé en panneaux photovoltaïques. Vous vous alimentez entièrement sur ces panneaux photovoltaïques. Donc vous ne chargez pas le réseau EDF de ce surplus d'électricité, puisqu'après, quand vous repartez chez vous, votre voiture est chargée, vous n'avez pas besoin de consommer sur le réseau. Donc tout ça, c'est ce qu'on essaye de travailler chez EasyDrive pour proposer vraiment une réflexion sur la mobilité propre de demain. Donc ça, c'est la première chose sur laquelle on travaille. On travaille aussi beaucoup avec les entreprises sur l'efficacité énergétique. Je ne vais pas trop en parler parce que je pense que mes partenaires de ce soir vont en parler un peu plus. Mais voilà, l'État français demande aux entreprises de réduire leur consommation énergétique et de travailler sur leur impact carbone. Donc il existe le décret tertiaire qui demande aujourd'hui à l'ensemble des entreprises qui ont un bâtiment de plus de 1000 m² au plancher de travailler sur cette réduction. Donc on essaye de notre côté aussi d'accompagner par du conseil, des études, parce qu'au départ, Green Technology était avant tout un bureau d'études, de proposer des solutions pour accompagner les entreprises à réduire leurs dépenses et à leur montrer que finalement la transition énergétique peut être un levier de croissance. En investissant dans le solaire, en faisant un certain nombre de démarches environnementales, non seulement l'entreprise va réduire son impact carbone, réduire ses dépenses auprès d'EDF, mais aussi finalement faire du bénéfice à long terme, puisque en investissant sur de l'autoconsommation, on fixe le prix de l'énergie au jour où on a investi dans les panneaux solaires. Actuellement, la production d'une centrale quand on pose des panneaux solaires, ça permet de produire de l'électricité à un tarif assez compétitif, entre 10 et 15 centimes en fonction de la taille de la centrale, je dirais au kilowattheure. Donc ça veut dire que si EDF augmente ses tarifs tous les ans, comme c'est probablement ce qui va se passer pendant 20 ans, en fait, de votre côté, vous avez stabilisé votre prix d'électricité sur une grande partie de votre consommation pendant les 20 années à venir, voire même 30 ans, puisqu'un panneau solaire peut produire jusqu'à 30 ans. Donc c'est très, très intéressant et très rentable pour les entreprises. Donc voilà, je pense que, je ne sais pas si j'ai fait mon temps, je parle vite, je suis désolée. Vous pouvez continuer. Je peux continuer, alors je continue. Donc ça c'est pour faire une description rapide de qui est EasyDrive et Green Tech, qui sont EasyDrive et Green Technology. Donc on a eu la chance et l'honneur cette année effectivement d'avoir cette reconnaissance, de faire partie des 120 pépites de la French Tech. Donc pourquoi ? On se demande parfois pourquoi est-ce qu'une entreprise de Martinique, d'abord on est la première entreprise martiniquaise à être là-dedans, c'est avant tout parce que justement on offre un modèle économique qui est assez différent de ce qui se fait. C'est-à-dire que habituellement dans l'énergie, on a quelques gros acteurs, je suis désolée messieurs, mais quelques gros acteurs qui ont à peu près tous les bénéfices, qui exploitent en fait ce modèle d'énergie et qui en tirent l'essentiel des bénéfices. Chez EasyDrive, on essaie de proposer une option différente, c'est-à-dire que par exemple, dans le réseau de bornes de recharge, mais finalement, en proposant une borne de recharge sur le parking d'un supermarché, quand on est propriétaire de supermarché, on rémunère le propriétaire du supermarché à hauteur d'un tiers des bénéfices de nos bornes. Donc ça veut dire que tous les propriétaires de parking peuvent devenir une petite station essence pour les concitoyens qui viennent sur leur parking pour leurs clients. Et donc ça, c'est une source de revenus. Et donc, au lieu que ce soit juste
X pétroliers qui gagnent de l'argent sur la mobilité. Mais là, on a l'ensemble des acteurs qui possèdent un parking. Ils sont beaucoup, beaucoup plus nombreux que les pétroliers à pouvoir avoir des bénéfices avec la mobilité. Donc ça, c'est déjà une redistribution de la chaîne de valeur de l'énergie totale. Donc on est sur des modes collaboratifs, le Airbnb de la mobilité. Donc c'est tout à fait différent de ce qui se faisait auparavant dans l'énergie. Et pour le solaire, on a aussi le même système. Donc on propose, en fait, dans nos modèles, de travailler beaucoup plus sur l'autoconsommation et donc on essaye de développer quelque chose. Alors c'est assez innovant. On n'est pas encore... mais je vais peut-être en parler après dans les solutions. Mais en tout cas, on essaie de travailler beaucoup sur l'autoconsommation pour aider les entreprises à devenir leurs propres producteurs et à générer des bénéfices par le solaire, beaucoup plus que... alors, ce n'est pas du tout une critique de ceux qui font de la revente, mais c'est vrai que globalement, quand on loue une toiture à un solariste, on gagne, on va dire, je vais dire sur 200 mètres carrés, on touche un loyer d'à peu près 2 000 € par an. Si on fait cette même superficie, elle est couverte par de l'autoconsommation, vous allez avoir environ 4 fois plus de bénéfices pour votre usage personnel. Donc voilà, c'est juste pour expliquer comment redistribuer la chaîne de valeur de l'énergie. Et c'est vraiment le credo de EasyDrive, Green Technology, c'est un peu de redistribuer les cartes des richesses sur nos territoires et de permettre à plus de personnes de tirer des bénéfices de l'énergie. Merci, Madame Courmeau. J'ai bien noté EasyDrive. Deuxième intervenant, M. Nicolas de Fontenay, directeur, alors, si je dis une bêtise, vous me reprenez, Antilles d'Albioma Le Moule, c'est ça? Non, ça s'appelle Albioma tout court. C'est Albioma tout court, oui, très bien. Albioma. Albioma Le Moule, c'est en Guadeloupe. Et sinon, c'est Albioma Galion ici. Et puis surtout Albioma Solaire. Amazonie. Voilà. Non. Albioma plus. Solaire Antilles. Bon, il faut mettre à jour. Hein, voilà. Albioma, mais en tout cas, Albioma, c'est un nom que tous les Martiniquais connaissent, même sans savoir de quoi il s'agit. On en a tellement entendu parler. On en a tant parlé il y a 4 ou 5 ans. Je me souviens encore des 6 ou 7 manifestants qui bloquaient le Galion, mais enfin, bon, ça, c'est moi. Albioma se présente comme un producteur d'énergie renouvelable indépendant engagé dans la transition énergétique grâce à la biomasse, au solaire et à la géothermie. Oui, tout à fait. Oui, je n'ai pas tout faux. Merci, M. de Fontenay. M. de Fontenay nous dira quelles énergies sont produites en Martinique, l'évolution depuis la mise en place de l'unité du Galion et la suite, même si nous préconisons, comme pour les autres, que vous gardiez pour la deuxième partie les 2 ou 3 actions emblématiques à mettre en place avec le soutien de l'Europe. J'ai noté, M. de Fontenay, que vous avez déclaré que la Guyane peut aller à 100% d'énergie renouvelable. Et moi, tout de suite, je me suis dit, et la Martinique alors? C'est à vous, M. de Fontenay. Merci beaucoup. Oui, la Guyane peut arriver assez rapidement à 100% d'énergie renouvelable, mais comme la Martinique, après, les territoires ne sont pas tous égaux entre eux. Hein. Certains ont d'autres possibilités, hein, notamment la Guyane, puisque presque la moitié, 50% de sa production est liée à l'hydraulique, avec le barrage de Petit Saut. La Réunion, c'est pareil, il y a un gros pourcentage qui est effectué par de l'hydraulique. En Guadeloupe, on trouve la géothermie qui est exploitée, hein, qui représente 15 MW et qui va doubler dans les prochaines années avec les nouveaux forages qu'ils font. Et c'est vrai qu'en Martinique, pour l'instant, en hydraulique, c'est très faible. Hein, on est à moins de 1%, c'est du mini-hydraulique. Et puis, en géothermie, tout reste à découvrir. Alors, il y a un potentiel, on a parlé beaucoup hein, de la Dominique, hein, avec un câble. Et puis, bon, pour l'instant, c'est un projet qui date depuis 10-20 mois. Ça fait 20 ans que j'en entends parler. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a toujours rien fait là-dessus. Et puis, il y a un potentiel qui a été déterminé aussi au niveau des anses d'Arlay. Hein, mais donc, il y a un PER, un permis exclusif de recherche, qui a été octroyé. Et avec un potentiel qui est estimé à 10 MW et peut-être plus. Hein, il faut faire des forages exploratoires pour voir ça. Donc, quand vous disiez tout à l'heure que les chiffres de 2019, c'était 25% de renouvelables dans le mix énergétique, et les chiffres de 2021 sont exactement pareils. Hein, ces 25%, ça n'a pas tellement évolué. Et c'est assez symptomatique
de la difficulté à faire avancer en effet les énergies renouvelables, puisque même le photovoltaïque aujourd'hui représente que 6%. Et pourtant, la loi de transition sur la croissance verte, 2015, sa déclinaison avec les PPE dans les territoires, ça commence à dater, et pourtant on est dans des territoires où le soleil est vraiment très présent, et pourtant on n'a que 6% de part photovoltaïque dans le mix énergétique. Donc ça, c'est important d'avoir ça en tête, parce que ça veut dire qu'il y a beaucoup de contraintes, et puis toutes ces contraintes, il faut les identifier, il faut les lever, parce que ce matin, on participait au premier comité de pilotage de la révision de la programmation pluriannuelle de l'énergie à la CTM. Donc c'est la deuxième phase. Il y avait une première phase qui s'arrête en 2023, et en 2023, on avait indiqué qu'on arriverait à 56% d'énergie renouvelable. Donc aujourd'hui, on n'est qu'à 25%, donc c'est important de faire cet état des lieux et de voir un peu toutes ces contraintes. Et là, on repart pour un nouvel exercice pour 2024, 2028, 2028, 2033, avec quand même un objectif d'arriver à 100% d'énergie renouvelable en fin 2033. Donc juste pour revenir sur Albioma, Albioma c'est un acteur en effet qui est présent dans les DOM depuis plus de 30 ans maintenant. On est le deuxième énergéticien derrière EDF, avec présent donc dans la géothermie, dans la biomasse, dans le photovoltaïque. On est le premier acteur du PV dans les DOM. Et puis donc en Martinique depuis à peu près 2011. Et donc avec en effet la mise en service d'une centrale 100% biomasse en 2018 qui a fait couler un peu d'encre à l'époque, mais qui représente aujourd'hui sur les 25% d'énergie renouvelable qui en représente 15%. Donc c'est-à-dire qu'on était à 9% d'énergie renouvelable et on est à 25%. Donc en effet il y a 1% qui a bougé depuis la mise en service, mais on voit bien que c'est compliqué. Et donc, une fois qu'on a dit ça, il faut se pencher vraiment un peu sur les freins qui sont liés aussi, on est quand même dans un réseau insulaire, donc on est sur une île, on n'est connecté à aucune autre île, donc, et en plus, le réseau, mais ça je laisserai Xavier parler du réseau, mais le réseau est compliqué, c'est un réseau qui n'est pas bouclé, donc évidemment, quand une branche est séparée, l'autre branche ne peut pas contribuer. Et puis, la densité aussi, la densité de population sur la Martinique, elle est 2 fois plus élevée que dans l'Hexagone. Donc évidemment, le foncier, il n'est pas forcément totalement disponible pour mettre du photovoltaïque. Après, on se retrouve aussi avec des conflits d'usage. Qu'est-ce qu'on met en avant? Il y a des grands programmes sur l'autonomie alimentaire, donc on parle d'autonomie énergétique, mais je pense que l'autonomie énergétique, ça va être compliqué à court terme et moyen terme. Par contre, je suis assez confiant dans le développement de la technologie et que j'espère qu'en effet, sur des programmes 2040-2050, l'autonomie énergétique, je pense que c'est quelque chose qui arrivera. Mais on est dans une période d'énergie transitoire, donc c'est-à-dire qu'on importe, on importe de la biomasse, demain on apportera peut-être de la biomasse liquide pour EDF, et donc cette partie d'énergie transitoire pour arriver à une autonomie au bout de cet exercice-là. Après, en effet, l'émergence en effet de la géothermie permettra, on espère, mais, on le disait encore ce matin, le temps du projet, c'est 10 ans à peu près, pour faire émerger un projet assez emblématique, qui soit significatif pour un territoire, que ce soit un projet thermique ou un projet géothermique. C'est à peu près, c'est ça, c'est entre 8 et 10 ans. Et donc, un des freins aussi, c'est le traitement administratif de tous ces projets. Et d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, le gouvernement a envoyé un courrier à l'ensemble des préfets des territoires pour accélérer de façon extrêmement importante le traitement de ces dossiers ou les traiter en parallèle, puisqu'on voit qu'entre le temps administratif, la volonté politique et puis le temps industriel, il y a quand même des très grosses différences. Voilà pour ma vision un peu très schématique
pour le territoire, mais il y a aussi, si on veut travailler sur l'autonomie de ces territoires, la possibilité, on voit que par exemple en Martinique, il y a à peu près plusieurs milliers d'hectares de friches, de terres extrêmement polluées, ce qu'on appelle des terrains très chlordéconés, qui peuvent faire aussi l'objet de projets énergétiques avec de la plantation type canne, mais qui pourrait avoir pas du tout un circuit alimentaire, mais qui viendrait uniquement en combustible endogène sous la forme de biomasse solide, de biomasse liquide, avec par exemple du bioéthanol, qui pourrait demain être un combustible utilisé dans la production énergétique ou dans le transport. Et ça, alors il faut qu'il y ait une volonté politique de le faire, mais les terrains sont là, ça peut donner de la visibilité pour des agriculteurs sur 20 ou 30 ans, puisque les prix sont administrés, et ça permettrait d'engager vraiment une voie sur l'autonomie énergétique avec un combustible endogène sous deux formes. Donc ça, c'est un projet qu'on essaye de faire avancer. C'est pas forcément évident, parce que dès qu'on parle de foncier, on va tout de suite voir s'il y a des conflits d'usage qui se font autour de ça, mais ça permettrait en effet d'avoir une visibilité et de permettre de l'emploi et pour au moins 20 ou 30 ans pour des jeunes agriculteurs qui souhaitent s'intéresser. Parce que en même temps, toute cette transition énergétique, elle ne peut pas se faire sans transition sociale. Il faut faire attention à ce que dans des territoires où il y a énormément de chômage, on le voit, chômage chez les jeunes, chômage un peu endémique, il ne faut pas que demain cette transition détruise des emplois sans en créer d'autres. Donc ça, c'est important aussi de bien vérifier que tout ça s'accompagne socialement aussi, sans créer de crise sociale avec des destructions d'emplois programmées, alors qu'en face, il n'y a pas d'accompagnement. Donc il faut vraiment une adhésion, ça pourra marcher que si on laisse personne sur le carreau. Donc il faut vraiment accompagner tout le monde. Et puis le troisième point, il y a une transition aussi économique, et notamment, on en parlait encore ce matin, une transition fiscale, puisque une des grosses parts des revenus des collectivités et donc des communes, donc relève de la TIPP, donc de la taxe sur l'importation des produits pétroliers. Et donc si cette taxe vient à diminuer, donc il va forcément y avoir une migration fiscale. Et donc, il faut que cette migration fiscale, il y ait un peu de visibilité là-dessus, parce que si demain, c'est l'énergie qui est plus taxée que le combustible, ça remet aussi ça remet un peu en cause l'équilibre économique de certains projets, etc. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de défis, et ça va nécessiter vraiment la mobilisation de l'ensemble des parties prenantes sur ces sujets. Et une implication avec un focus sur plusieurs domaines. Ce n'est pas juste je vais mettre des panneaux solaires, mais au contraire, il y a du social, il y a du sociétal, et puis il y a de l'acceptabilité. Il faut que vraiment l'ensemble sur les projets, de plus en plus, maintenant on voit que l'acceptabilité c'est un vrai sujet. Quand vous voulez mettre des éoliennes à un endroit, quand vous voulez mettre des panneaux solaires à un endroit, etc. Après, sur les solutions, il y en a plusieurs, et je crois qu'on en reparlera dans un prochain temps. Très bien. Merci, M. de Fontenay. Qui a ouvert un grand espace là, pour vos questions, parce que j'en aurai aussi. Troisième intervenant, M. Xavier Fichot, qui est le directeur d'EDF Martinique, qui est en place depuis juin 2022. Je confirme, oui. Oui, je n'ai pas tout faux, en remplacement de M. Olivier Flambard. C'est ça, oui. C'est toujours exact. C'était ça. Alors, j'ai regardé le site internet d'EDF, j'ai cette manie. Alors, je vous signale que c'est une mine de renseignements pour comprendre la transition énergétique des collectivités. On a des solutions, des actions, des réalisations, tout. Allez-y. Oui, non, je vous le dis. Donc, il appartiendra à M. Fichot de nous expliquer le rôle de son institution et des problèmes rencontrés, notamment eu égard à l'insularité, parce que
Je n'oublie jamais que s'il fallait qu'on paye le prix de l'électricité au prix coûtant, je pense qu'il y en aurait beaucoup qui seraient encore à la bougie, bon, sauf erreur de ma part. Hein. Là, on serait à l'électricité, par contre, vous allez de deux choses l'une, ou vous payez 4 fois plus que ce que vous consommeriez moins. Voilà, il y a deux solutions. Moi j'opterais pour la bougie, mais bon, parce que j'aime les bougies. Donc, vous allez nous faire dans ce deuxième temps, comme vos co-religionnaires, j'allais dire, je ne sais pas pourquoi, enfin, vos voisins, des 2 ou 3 propositions que vous aimeriez mettre en place, notamment avec l'aide de l'Europe, si vous en avez besoin, puisque le chemin, M. Fichot, est tellement long encore. En tout cas, M. de Fontenay vient de nous le rappeler. C'est à vous. Merci. Le chemin est long, mais le tout, c'est de se mettre en chemin. J'ai retenu notre eurodéputé Max Orville, qui nous a enjoint à la pédagogie en 1, en 2, à trouver des solutions, et en 3, on parle d'électricité depuis tout à l'heure. On dit transition énergétique, mais on parle d'électricité. Alors, peut-être revenir un tout petit instant sur pourquoi l'électricité. Si je regarde les usages qui tirent l'énergie, on regarde un tout petit peu dans le rétroviseur et tout de suite après on se projette sur ce qui pourrait nous arriver, mais on est passé du réfrigérateur au frigo au congélateur, on est passé de la machine à laver plus le sèche-linge, on a nos écrans de télé qui ont agrandi, on a mis des ordinateurs, on a tous des téléphones portables et on a l'usage du véhicule électrique qui va être de plus en plus important. On nous dit depuis quelques années qu'il va décoller, mais ce coup-ci c'est sûr, enfin, vous l'avez vu, la décarbonation de l'usage des transports pousse à l'électrification, en tout cas ça peut être une solution. Bref, tout ça pour dire quoi? Tous ces usages, ils tirent une énergie, c'est l'électricité. Maintenant, si on regarde produire vert, comment est-ce que je produis écologique? Comment est-ce que je produis à base d'ENR, énergie renouvelable? On a les éoliennes, ça produit quoi de l'électricité? On a le photovoltaïque, ça produit de l'électricité. On a la biomasse, ça produit de l'électricité. On voit qu'aujourd'hui, les énergies renouvelables produisent de l'électricité. Alors, est-ce que c'est une chance? Ça pourra l'être, à condition qu'on arrive à connecter ces nouveaux usages, donc qui tirent tous de l'électricité, de ces outils de production qui, heureusement, produisent de l'électricité. Alors, ils ont ceci de particulier, ces outils de production, quand même, éoliens, photovoltaïques, en particulier, heureusement. Il y a d'autres outils. Vous nous parliez, M. de Fontenay, de la centrale du Galion, qui produit à partir de biomasse de l'électricité. Mais si je regarde ces énergies renouvelables, il y en a 2 types finalement. D'abord, il y a les énergies fatales, intermittentes, parce que du vent, j'en ai pas, du soleil, j'en ai, mais à cette heure-ci, on n'en a plus. Et à l'inverse, on a des énergies toujours renouvelables, mais plutôt géothermiques, vous nous en avez parlé tout à l'heure, biomasse liquide ou bioliquide, c'est 2 types de carburants possibles. Soit vous mettez des pellets et vous nous direz un petit peu plus, je vous laisserai décrire un peu le mode de fabrication de Galion de l'électricité, soit pellet, soit d'abagasse, ou alors vous pouvez utiliser de l'huile de colza que vous mettez dans ces moteurs pour pouvoir produire à partir d'énergie renouvelable. Mais ce n'est pas la même chose si vous pouvez compter sur de la production que si cette production elle arrive et vous devez l'utiliser. Tout d'un coup, on arrive sur un paradoxe, un changement d'état et de réflexion qui touche l'électricité de France, parce que soit on produit, soit on consomme, mais à un moment donné, il y en a un qui produit de l'électricité, qui rédige vos factures, qui équilibre l'offre et la demande et qui met un réseau électrique pour pouvoir acheminer depuis la production jusqu'à la consommation. Notre sujet d'équilibre offre-demande, j'y viens un tout petit peu dessus et je retiens le sujet de la pédagogie, c'est un peu l'idée de la balance. C'est-à-dire qu'à tout moment, sur cette énergie qu'est l'électricité, je dois avoir un parfait équilibre entre la production et la consommation. Si je produis plus que ce que je consomme, je vais avoir ou des surtensions ou une fréquence qui va augmenter. Et à l'inverse, si je consomme plus que ce que je produis, je vais écrouler la tension, je vais écrouler la fréquence et tout d'un coup,
Si vraiment je consomme trop ou si j'ai pas assez la production en face, je vais écrouler le système. C'est ce qu'on a connu en Martinique il y a 2 ans maintenant. C'est tout d'un coup, ça s'appelle un blackout, on appelle ça un incident généralisé. Bref, l'île est dans le noir. Et c'est plus compliqué de réaliser cet équilibre offre-demande sur des petits territoires que sur des gros territoires. On a l'habitude de dire en France, et on va même un peu plus loin que la France, on dit l'Europe, puisque les continents sont interconnectés, on appelle ça la plaque de cuivre. Et quand vous avez beaucoup de production et beaucoup de consommation réparties partout sur un territoire, vous avez plus d'inertie, c'est plus simple. Je ne dis pas que c'est facile, hein, mais je dis que c'est plus simple, en tout cas ce n'est pas le même exercice que d'équilibrer l'offre et la demande sur un gros territoire avec beaucoup d'inertie que sur des petits territoires. Ici on est en Martinique, mais c'est vrai évidemment ce que je dis sur la Guadeloupe, sur la Guyane qui est une péninsule électrique, et plus je réduis les tailles des territoires, plus je vais sur des petites îles, Saint-Pierre-et-Miquelon, etc. Et plus c'est compliqué. Et pour autant, il faut réussir à faire cette adéquation entre l'offre et la demande. Alors vous avez 2 façons de le faire, ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'est-à-dire que vous regardez c'est quoi la consommation, et on ne fait pas que la regarder, on essaie de prévoir ce que ça va être la consommation. On se dit demain, mercredi, milieu du mois d'octobre, qu'est-ce que c'était les années précédentes? On regarde et on se dit, tiens, ça va être quoi la consommation? Et évidemment, on essaie de faire coller la production par rapport à cette consommation, on se met une petite marge, on va essayer de produire 103% de ce qu'on estime de ce que sera la consommation. Alors, vous pourriez me dire, vous n'avez qu'à mettre 110% EDF, comme ça, vous avez 10% de marge. Évidemment, si je fais 110, ça coûte plus cher que si je fais 103. Et si je fais 100%, l'équilibre, il est encore plus instable. Et de temps en temps, je suis obligé de délester. C'est-à-dire que je suis obligé de voir que quand il y a trop de consommation par rapport à la production, je coupe le courant, quoi. Et ça, c'est pas trop ce qu'on a envie de faire et c'est pas trop ce qui est acceptable de la part des clients. Et donc, ce paradigme qui était jusqu'à présent de dire je vais faire coller la production à la consommation qui est estimée et qui est concrètement ce que je mesure chaque jour et donc cet équilibre offre-demande, je change de paradigme et à un moment donné, je me dis tiens, je vais essayer de faire coller un tout petit peu la consommation à la production qui est disponible. J'ai de l'éolien, j'ai du photovoltaïque, comment est-ce que je pourrais faire en sorte que les usages de l'électricité se calent dans le temps par rapport à des moments où l'énergie est disponible et surtout l'énergie ENR est présente. Je confirme les chiffres qui ont été annoncés par mes collègues, 24, 25%, on a dit qu'on faisait de la pédagogie, on va dire un quart. Ce un quart de production d'électricité en Martinique est fait à base d'énergie renouvelable et il n'a pas trop bougé sur ces 2-3 dernières années. Pourquoi ? Parce que le principal outil de production qui est basculé d'énergie carbonée à de l'énergie décarbonée, c'est la centrale du Galion qui est passée au bioliquide et qui tout d'un coup nous a fait franchir un seuil. Et en attendant qu'on ait de l'éolien et du photovoltaïque, si toutefois on pouvait imaginer qu'un jour qu'avec de l'éolien et du photovoltaïque on réussisse à tout moment à équilibrer l'offre et la demande, en attendant on a des outils de production qu'on essaie de verdir et qu'on essaie de transformer dans leur fabrication et dans l'énergie, le carburant qu'on leur met pour qu'ils soient verts. Et donc, j'essaye à tout moment de faire coller un peu plus la consommation à la production. Alors, je vais prendre un exemple très simple, c'est ce qu'on fait depuis quelques années déjà, plusieurs dizaines d'années. Vous l'avez tous chez vous, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais vous avez des ballons d'eau chaude électrique. Votre ballon d'eau chaude électrique, à un moment donné dans la nuit, il y a EDF qui déclenche, c'est-à-dire qui, par un signal, vient alimenter votre ballon d'eau chaude électrique pour qu'il consomme. On consomme plutôt la nuit, parce que si vous regardez les usages de l'électricité, vous avez des pics de consommation d'électricité qui ont plutôt lieu le matin ou le soir. Aujourd'hui, regardez, on a encore des gens qui sont au travail, on a déjà des gens qui sont à leur domicile. On a donc un pic de consommation. Et si je rajoute un pic de consommation à ce pic-là, ça va devenir très compliqué. Et donc, les ballons d'eau chaude, à l'inverse, la nuit, quand j'ai moins de consommation d'électricité, alors que j'ai de la production qui est disponible, je déclenche le ballon d'eau chaude. Ce qui compte, c'est que le lendemain matin, quand vous vous réveillez, vous ayez de l'eau chaude pour prendre la douche. Que votre ballon d'eau chaude, il déclenche à 11h, à minuit, à 1h, à 2h, qu'est-ce que ça peut faire? Je veux de l'eau chaude la nuit. Et évidemment, je ne déclenche pas tous les ballons d'eau chaude en même temps parce que je vais faire un pic de consommation, même si c'est à minuit, à 11h ou à 1h du matin, j'évite ça, je décale ces consommations d'électricité. Et bien ce même principe, on va l'appliquer, c'est ce que vous a expliqué EasyDrive Odile tout à l'heure, on va l'appliquer à votre véhicule électrique. Et donc, vous avez 2 solutions sur ce nouvel usage de l'électricité.
Donc d'abord de dire qu'il est vertueux, vous avez tout à fait raison de le préciser tout à l'heure, à 2 conditions. La première, c'est que le mix énergétique qui charge en électricité votre voiture soit le plus vert possible. Si je suis à 5%, on a vu, c'était au bout de 40 000 km que ça devenait rentable, c'est bien, mais ce n'est pas optimal. Si je suis à 25%, tout de suite, c'est beaucoup mieux. Si je suis à 40-50%, ça sera encore meilleur. Et donc, il faut que la production, le mix d'électricité soit le plus vert possible, première chose. Et la deuxième chose, il s'agit que moi, quand je vais équilibrer l'offre et la demande, je ne crée pas le soir quand je rentre à la maison et que je branche mon véhicule électrique, si je rajoute un pic de consommation au moment où j'ai déjà un pic de consommation, je suis obligé de reconstruire d'autres outils de production. Enfin, c'est vraiment pas idéal. À l'inverse, comme le ballon d'eau chaude, vous le branchez, mais le véhicule ne se charge pas tout de suite, il se chargera peut-être qu'à 11h, minuit, 2h, 3h du matin. Qu'est-ce que ça peut faire du moment que le lendemain matin, c'est pas la douche chaude, mais c'est mon véhicule qui est rempli? C'est parfait. Enfin, c'est parfait. Je rentre dans un cercle vertueux. Et donc, le véhicule électrique qui sera vertueux, ce nouvel usage de l'électricité, a 2 conditions. La première, que le mix de production soit le plus vert possible. Et le second, c'est que l'usage de cette électricité se fasse au bon moment. Ça peut se faire au bon moment. C'est les bornes que vous installez. Évidemment, vous n'êtes pas les seuls, mais vous êtes très fer de lance et très en avance sur ces sujets-là. Donc, on ne peut que vous féliciter et vous accompagner sur cette dynamique et vous envoyer tous les loyers que vous méritez bien. Il y a une deuxième façon j'irai un petit peu plus loin dans les explications, c'est que en plus quand vous branchez votre véhicule électrique, EDF peut dire l'équilibre offre-demande, voilà, il me permet de brancher le véhicule électrique, mais il peut dire une deuxième chose, c'est que je sais à tout moment, dans mon mix énergétique, est-ce que j'ai un mix qui est carboné ou plutôt pas carboné, c'est-à-dire que j'ai du photovoltaïque, j'ai de l'éolien, j'ai de la bioma qui crache sur mon réseau de distribution d'électrique, ou au contraire, j'en ai pas. Le 25% de moyenne d'énergie renouvelable dans le mix énergétique, il est variable. Je n'ai pas tout le temps 25%. J'ai des fois 0%, 25, 40, 50. Eh bien, quand je pilote votre borne de recharge de véhicule électrique, si j'alimente votre véhicule électrique au moment où j'ai le meilleur mix énergétique, tout d'un coup, même si je n'ai pas mon 50% en base d'énergie renouvelable, j'arriverai à 50, 60, 70, mais en attendant d'y arriver, j'ai une solution tout de suite activable qui me permet d'avoir quelque chose de vertueux. Donc voilà, je voulais préciser le sujet de l'électricité à travers la production et à travers les consommations. Je voulais préciser que cet équilibre offre-demande, ce n'est pas juste un câble qu'on tire depuis une centrale jusqu'à votre prise électrique. Il y a plein de sujets pour garantir l'équilibre offre-demande qu'il faut traiter. Et puis, je voulais dire une dernière chose qu'on n'a pas trop traité jusqu'à présent. Ça a été à peine évoqué par monsieur l'eurodéputé Max Orville, c'est que les actions d'EDF ne sont pas que dans l'équilibre offre-demande, ne sont pas que dans piloter la production, la verdir et faire en sorte que le paradigme, je fais coller la production à la consommation, je l'inverse et j'ai besoin de vous tous consommateurs, que vous deveniez des acteurs, c'est-à-dire vous consommiez au moment où le mix est bon et le moment où la consommation, où la production est disponible. La meilleure énergie, la plus verte, la plus vertueuse, c'est celle qu'on ne consomme pas. Et on a beaucoup... Oui, c'est évident, mais ça vaut le coup de le dire un tout petit peu, parce qu'on passe beaucoup de temps EDF à travailler sur ces sujets avec vous, et pour le coup, en Martinique, on est particulièrement vertueux vis-à-vis d'autres territoires. Max Orville l'a dit tout à l'heure, le prix de l'électricité en Martinique, il est x4. Alors, on a la chance d'avoir la continuité territoriale. Vous avez des systèmes de péréquation tarifaire qui font que vous payez le même électricité que vous soyez à Marseille, à Angers ou à Fort-de-France et ici au Lamentin. Mais bon, donc ce coût d'électricité est stable et du coup, tous les efforts que je vais faire pour économiser de l'énergie, ils sont x4. Donc moi, EDF, quand je ne vous vends pas du kilowattheure, je me porte mieux que si j'en vendais. Dans ce sens que, de toute façon, c'est déficitaire. Mais au-delà du fait que je sois déficitaire, ce qui est super important, c'est que les offres qu'on peut porter, elles ont un facteur x4 quand vous êtes en Martinique par rapport ailleurs. Parce que non seulement vous ne polluez pas, mais en plus, vous économisez quelque chose qui fait x4 en coût de production, transport, distribution jusqu'à l'alimentation de chez vous. Et donc, on a 2 types d'actions, et je termine là-dessus. Le premier, c'est la maîtrise de la demande d'énergie, c'est de travailler avec vous sur réduire vos consommations d'électricité. Et là, on m'a dit tout à l'heure, Max Orville, directive européenne, qu'est-ce qu'on peut faire?
on abordera les solutions tout à l'heure, mais il y a déjà des solutions qui sont en place. Transcription de la directive européenne dans le droit français vous demande à EDF d'installer des compteurs numériques. On est à 70% de pose de compteurs numériques en Martinique. On arrivera à 90% d'ici 1 an ou 2, et puis à 100% assez rapidement. Vos compteurs numériques, ils sont doués de plusieurs fonctionnalités. D'abord, vous avez des factures sur index réel, on peut augmenter, diminuer votre puissance à tout moment, et ça peut vous aider là à maîtriser votre consommation d'électricité. 2 choses, vous pouvez lire à tout moment, c'est comme l'ordinateur de bord de votre voiture. Si vous appuyez plus ou moins fort sur votre pédale, vous voyez bien votre consommation. Si vous éteignez tous les instruments en veille, vous allez voir d'un jour sur l'autre vos économies d'énergie, et vous allez voir la puissance dont vous avez besoin. Aujourd'hui, c'est 3, 6, 9, 12 et 18. Mais le nouveau compteur, ce compteur numérique, il vous permet d'autres tarifs. Il vous permet surtout de savoir est-ce que j'ai besoin de 6, est-ce que j'ai besoin de 9. Peut-être vous étiez une famille avec 9 kWh d'utilisation, mais il y a des enfants qui sont partis. Aujourd'hui, 6, ça vous suffit largement. Et donc, en regardant à tout moment, si c'est possible, vous pouvez faire des économies sur votre facture. Ça, c'est ce qu'on appelle la maîtrise de l'électricité. On a aussi d'autres actions qui sont sur l'efficacité énergétique. C'est travailler sur tous vos appareils ménagers à confort équivalent. C'est de faire en sorte que vous ayez des appareils qui consomment moins. C'est ce qu'on voit sur l'électroménager, mais c'est ce qu'on voit aussi sur les climatiseurs, c'est ce qu'on voit sur les brasseurs d'air. Et c'est tout ce que fait EDF chez les particuliers, chez les professionnels et chez les industriels. Évidemment, ils sont électro-intensifs. Et plus vous êtes un industriel qui consomme de l'électricité, plus votre action, plus l'énergie, plus le temps et plus les efforts que vous allez consacrer, ils vont porter beaucoup sur votre facture et beaucoup sur votre bilan carbone. Donc voilà, j'ai essayé de dresser les usages de l'électricité, essayer de faire de la pédagogie et confirmer que ce qu'on dit les collègues, parce que tout à l'heure il y avait quelques réactions dans la salle, en tout cas vu d'EDF, c'est très juste tout ce qui a été dit. Très bien, merci à M. Fichot. Bien, pour les 20 minutes qui suivent, la parole est à vous dans la salle, monsieur, madame. Je vous demande simplement de ne pas être trop long pour qu'il y ait un maximum de questions et puis pour que les réponses soient les plus précises possibles. Puis je vous rappelle, je l'ai dit en introduction, si vous avez déjà des propositions, ce serait sympa de les passer, ou on va vous répondre, ou Erika va les noter. On va les noter, et puis voilà. Merci de jouer le jeu. Maurice. Merci aux intervenants. Une proposition simple. Quand on demande des devis d'installation de panneaux solaires, en ce moment à la Martinique, pour peu que les surfaces dépassent quelques dizaines de mètres carrés, on est très rapidement dans des milliers d'euros de devis. Est-ce que l'Europe, par ses financements, pourrait faire en sorte qu'au lieu d'être dans des milliers d'euros, on soit dans des centaines d'euros, avec une désignation d'opérateur, et que commune par commune, il y ait un plan d'installation de panneaux sur tous les immeubles, notamment publics, et aussi sur toutes les maisons qui le souhaiteraient. Alors, vous abordez le sujet économique du panneau photovoltaïque, ou en tout cas de l'installation. Il y a un coût d'achat, il y a un coût d'exploitation, et ensuite il y a des revenus. Ce que fait l'Europe, ce que fait l'État, ce que fait la France, c'est des tarifs de rachat de l'électricité. Et évidemment, plus ces tarifs sont élevés, plus vous venez compenser rapidement le coût de l'installation. Donc, ce que moi je peux vous répondre par rapport à votre question des coûts globaux, c'est que il y en a de 2 types d'aides. Il y a les aides qui aident la filière à poser ces panneaux photovoltaïques, et il y a aussi des aides à travers les tarifs de rachat de l'électricité faits à partir d'énergie photovoltaïque. Aujourd'hui, EDF en Martinique est l'acheteur unique de l'électricité. J'achète l'électricité, tout le monde. Je ne suis pas le seul à en produire. J'achète celle qui est produite par Albioma, j'achète celle qui est produite à Bellefontaine, j'achète l'énergie photovoltaïque qui est injectée sur le réseau, j'achète l'énergie éolienne, j'achète toutes les énergies. Et les énergies que j'achète n'ont pas toutes le même prix. Pour aider, favoriser l'énergie électrique faite à partir de photovoltaïque, il y a des tarifs de rachat qui sont plus élevés que les prix moyens que j'ai aujourd'hui en Martinique. C'était un premier élément de réponse, mais je laisse évidemment mes collègues compléter. Alors,
moi, je peux vous apporter un autre élément de réponse. Sur la Martinique, il existe quand même des aides. Donc, là, vous avez l'ADEME, déjà, qui participe qui subventionne les panneaux photovoltaïques. Alors, effectivement, ce n'est pas chez les particuliers, c'est chez les professionnels. Mais chez les professionnels, ça apporte une aide qui est conséquente, puisque c'est quand même à hauteur souvent de 30%. Donc, c'est déjà ça. Et après, alors, nous... parce que je ne peux parler que ce que je connais, on a un modèle où, pour la pose de panneaux photovoltaïques en autoconsommation, toujours chez les professionnels essentiellement, on propose un modèle où on se rémunère, nous, sur les réductions d'électricité qui sont effectives sur les années à venir. Donc le professionnel qui investit n'a pas d'argent à investir, et en fait c'est sur les réductions d'électricité qu'il va avoir, qui sont effectives, qu'il va nous reverser une partie de ses bénéfices. Donc c'est vrai que ça aide à investir dans le photovoltaïque. Troisième chose, c'est la CTM qui participe quand même à la pose de ces panneaux quand ils sont en autoconsommation, bien entendu. Donc nous, on a pour un certain nombre de programmes 65% de subventions sur des poses de panneaux photovoltaïques en autoconsommation. Apporter des éléments de réponse. Donc, Monsieur de Fontenay, oui, Maurice. Oui, moi, enfin, on n'est pas très familier avec le particulier, mais on pourrait en effet, et par exemple, la mise en place de la nouvelle PPE pourrait être l'occasion, en effet, de porter ce sujet-là. Et pourquoi pas, à partir du moment où certains particuliers souhaitent s'équiper de panneaux solaires, etc., pour que c'est une incidence fiscale, par exemple, je parle sur la taxe, sur la taxe annuelle, qui pourrait être en effet avoir une déduction à partir du moment où le propriétaire investit là-dedans. Il y avait aussi à un moment la possibilité, enfin je sais que certaines collectivités avaient imposé sur les logements neufs qu'ils soient définitivement équipés alors de chauffe-eau solaire. On pourrait aller plus loin, en effet, sur une partie qui soit de panneaux solaires intégrés. Ça peut être sur l'habitat collectif ou sur l'habitat individuel. Mais je pense qu'en effet, c'est des sujets, à trouver des pistes en même temps. Comme de toute façon, il y aura un côté, une transition fiscale sur tous ces sujets-là, ça pourrait être aussi l'occasion d'intégrer cette possibilité pour le particulier d'équiper ses toitures, en autoconsommation par exemple. Oui, non, je veux dire que comme on a du retard en Martinique, et si on veut rattraper ce retard, il faut probablement changer de méthode. À garder les mêmes méthodes, on aura les mêmes résultats. C'est clair. D'accord. Et c'est le constat un peu de ce qui a été fait ce matin, c'est qu'en effet, aujourd'hui, on voit que c'est pas un plafond de verre, mais que en effet, on arrive, on a du mal à avoir des énergies intermittentes ou des énergies renouvelables ou même des énergies de base mais renouvelables qui augmentent, hein, puisque en effet les pourcentages sont là et on voit que ça évolue pas tellement. Donc le geste citoyen entre guillemets, en effet, a quelque chose d'importance, comme la MDE le soulignait tout à l'heure, EDF, etc. La question a été posée. PPE, c'est programmation pluriannuelle de l'énergie, sauf erreur de ma part. Merci, parce que les sigles, si on n'est pas initié. Alors moi, je m'appelle Éric Avril, je me situe du côté des consommateurs. Donc déjà, ces formules des communicants, l'énergie propre que celle qu'on ne consomme pas, ça me rappelle Wonder. La pile qui ne s'use pas que si l'on s'en sert. On sait ce qu'est devenu Wonder. Alors, d'une manière globale, la France est en retard depuis les grands engagements ENR des années 2000 avec Nicole Fontaine. Quel est l'état du marché en Martinique et dans les DOM en particulier? Le nombre de compétiteurs, l'état de la compétition concurrentielle. Vous avez une entreprise en quasi-monopole qui est une filiale d'EDF et de Total, qui a changé 3 fois de nom, qui ne s'occupe absolument pas des particuliers. En fait, personne ne s'occupe des particuliers, sauf quand le particulier n'est pas raccordable au réseau. Alors là, oui, on l'installe, ça évite de tirer les lignes. Alors, je vais être très critique.
on ne peut pas parler au nom des consommateurs quand on est producteur et professionnel. Laissez les associations comme l'UFC Que Choisir et d'autres parler en leur nom. Ça, c'est leur mandat. Donc, le climat est très tendu puisque les taxes tuent les prix. Et quand on voit une facture d'EDF, qui a effectivement par la loi le monopole, c'est pas discutable, les taxes tuent les taxes. On prend des taxes, de la TVA sur les taxes, l'octroi de mer, la taxe additionnelle. Quelle est la lisibilité et la transparence du service? Question. Deuxième élément. EDF à Paris avait lancé dans les années 2000 un programme extrêmement intéressant et novateur qui était le club de la voiture électrique à Paris. C'était des Saxo, des 106 et des VUL, des véhicules utilitaires légers. Batterie au plomb. Comme vous le savez, tout ingénieur sait que le plomb est recyclable. À l'inverse, le métal hydrure pose d'énormes problèmes de stockage en fin de vie et également de transport sur les bateaux. Il y a des arcs qui se forment. Est-ce que donc la motricité du véhicule électrique au moyen du métal hydrure est la solution optimale pour une énergie verte par rapport à son problème de fin de vie? Je pose la question, et de la sécurité aussi. Donc ça, c'est une question. Élément également, à mon avis, à mon humble avis, c'est de s'interroger sur la qualité entrante du soufre dans le gazole qui alimente la centrale de Bellefontaine. Car on sait maintenant que des bateaux de ligne, comme les paquebots, vont de plus en plus contraints d'utiliser du fuel allégé. Le premier à l'avoir fait il y a 25 ans, c'est le Club Med. On l'a pris un peu pour un isolé. Maintenant, la tendance est tellement lourde qu'on quitte même la filière fuel pour l'hydrogène. Actuellement, en Guadeloupe, une start-up travaille sur cette motorisation, aidée, il est vrai, par la famille Saadé. Bon. Je finis. Je sais que c'est toujours long. Alors, le méthane, je n'ai pas entendu parler de la filière méthanisation, puisque nous avons des déchets verts. On ne sait pas quoi en faire. Les fans de bananes, les arbres coupés. Pourquoi ne pas mettre des centrales, micro-centrales de méthanisation pour justement contribuer à la pluralité du faisceau pour les ENR? Et je laisse la parole à d'autres. Je ne suis pas sûr que nos invités puissent répondre à toutes les questions, mais enfin, s'il y en avait tellement, mais si vous en avez retenu une ou deux, qui veut répondre? Monsieur de Fontenay? Juste sur le véhicule électrique, je ne suis pas très... j'aurais du mal à vous répondre. Sur la méthanisation, parce qu'on a eu des grosses exploitations de méthanisation, notamment dans l'Hexagone, et on avait fait un état des lieux en Martinique et en Guadeloupe pour voir les possibilités. Et avec les tarifs de rachat qui étaient proposés, ça n'a pas été rentable. Et d'ailleurs, les deux grosses installations de méthanisation que l'on avait en métropole à l'époque ont été arrêtées. Parce qu'en effet, aujourd'hui, il y a plusieurs... Enfin, je vais rentrer dans les détails, mais c'est assez compliqué pour avoir quelque chose de très efficient, notamment sur la qualité des intrants, puisqu'il faut avoir une qualité à peu près identique des intrants pour la méthanisation. C'est un procédé qui fonctionne, mais qui aujourd'hui, avec les tarifs de rachat proposés, ne sont pas rentables économiquement. Donc c'est pour ça que vous n'avez pas de porteur de projet sur ce sujet-là. Je vais répondre. J'ai deux petits éléments de réponse, peut-être. Je ne suis pas sûre de pouvoir répondre à monsieur. Pour la question des panneaux solaires au domicile, alors il y a un fait, c'est que le plus gros de la consommation chez les particuliers se fait quand même le soir, le matin. Donc en fait, les panneaux solaires sont assez peu rentables. Donc effectivement, il y a quelques années, il y avait des réductions donc, fiscales, des crédits d'impôt quand on installait les panneaux solaires. Et c'est très compliqué d'investir dans le solaire à domicile, puisque justement, cette production est minime sur la journée et du coup rend le panneau très très peu rentable, ou alors sur 15, 16, 17 ans, il y a peu de gens qui sont capables de
de faire cet investissement sans aide de l'État, effectivement. Donc ça, encore une fois, je suis tout à fait d'accord que ce serait bien s'il y avait une incitation fiscale. L'autre élément dont vous avez parlé, c'est le recyclage. Alors, moi, je n'y connais rien en recyclage de voitures, mais je sais que sur le recyclage des batteries, il y a une vraie question, puisque vous n'êtes pas sans savoir que quand on investit dans une voiture électrique, on a une batterie qui a une durée de vie qui n'est pas la même que celle de la voiture. Donc, il y a un moment donné, il faudra changer ces batteries. Donc, il y a un problème de recyclage, de renvoyer ces batteries à son producteur, ça veut dire à nouveau consommer des bateaux. Et donc, on essaye de réfléchir. Alors, on est une toute petite équipe, hein, donc on essaye de mettre toute notre énergie, en tout cas intellectuelle, là-dessus, sur comment réutiliser les batteries de voitures une fois qu'elles ne sont plus utilisables, justement dans les voitures, à domicile. Puisque des panneaux solaires, si on rajoute des batteries, c'est assez peu écologique à domicile, alors que si on réutilise des batteries qui sont déjà existantes et qui finalement, quand elles ne sont plus utilisables pour les voitures, elles ont largement 70% d'autonomie, ce qui est largement suffisant pour du domicile, qui n'est pas suffisant pour la voiture. Donc il y a moyen de faire quelque chose avec ces batteries et ça évite de renvoyer ces batteries au bout du monde en bateau qui consomment. Donc en tout cas, nous, de notre côté, on réfléchit. On espère bien qu'il y a d'autres gens dans le monde qui réfléchissent à ça, parce qu'on est sûr que c'est le cas, et qui peuvent proposer à terme une alternative pour ces batteries. Une autre question ? Oui, bonsoir. Pour finir, déjà merci pour les échanges et pour la qualité des débats. C'est très, très intéressant. J'ai une question, c'est par rapport, effectivement, on a parlé beaucoup tout à l'heure de chauffe-eau, de ballons électriques qui sont à remplacer. Donc, EDF lance incessamment sous peu une offre thermodynamique qui va apporter des solutions aux ménages sur ce dispositif, puisque le thermodynamique est en capacité de chauffer l'air chaud à partir de l'air ambiant. Ma question aujourd'hui, c'est sur le déploiement de ce type d'action, comment sont sélectionnés les partenaires qui vont être en capacité de promotionner l'offre? Est-ce qu'au niveau d'EDF en interne, il y a une réflexion qui est menée? Parce qu'une chose est sûre, c'est qu'on va démonter des ballons électriques. C'est très bien parce que pour le coup, ça va aller dans le sens de ce que vous disiez, on va arrêter d'appuyer sur le bouton et de surconsommer. Mais à ce moment-là, ce ballon électrique qu'on va démonter, est-ce qu'il y a une réflexion qui a été apportée sur qu'est-ce qu'on en fait après? Donc on va encore à nouveau parler de recyclage. Quels sont les outils qui sont mis en œuvre à ce niveau? Et je terminerai avec une réflexion plus globale avec tout ce que vous avez dit tout à l'heure qui est très intéressant. Je pense que la transition écologique, elle passe également par l'éducation, à mon sens. Puisque on aura beau proposer tous les produits, passer sur du thermodynamique, mettre du photovoltaïque, etc. Si aujourd'hui on ne change pas notre façon de consommer, on est dans un mur et on continue à foncer dans le mur. Est-ce qu'aujourd'hui, au niveau de vos structures respectives, vous avez pensé justement à appliquer cette pédagogie au niveau scolaire? C'est-à-dire, puisque je ne vais pas vous dire qu'on est perverti aujourd'hui, mais un peu, moi le premier. Est-ce qu'aujourd'hui, au niveau des écoles, au niveau du rectorat, au niveau des associations de jeunes, est-ce qu'aujourd'hui, au niveau de vos structures, vous avez mis en place, c'est une réflexion, mise en place, où vous réfléchissez effectivement à éduquer, à rééduquer nos plus jeunes afin qu'ils consomment différemment l'électricité? Alors, d'abord, merci pour la question. Il y a plusieurs phases. D'abord, la technologie. Ouais, la technologie évolue, mais la technologie n'est pas douée de raison. Elle n'est au service que d'un usage. Et donc, qu'est-ce qu'on fait de cette technologie? On essaye de mettre à disposition des clients sans penser à leur place, mais quand même de les accompagner, ce que vous dites, c'est-à-dire de leur dire il y a une nouvelle technologie qui est disponible, voilà en quoi elle est vertueuse, et elle n'est vertueuse que si son comportement est adapté à la nouvelle utilisation. On ne le fait pas tout seul, on le fait effectivement avec le rectorat parce que vous devez avoir des enfants, moi j'en ai, et c'est eux qui viennent me chahuter, mais au bon sens du terme, sur mes pratiques. On le fait avec le rectorat, on le fait aussi avec des installateurs. Effectivement, EDF, son métier, c'est produire, transporter, distribuer, et puis arriver au compteur, jusqu'au compteur, mais arriver au compteur, on n'est plus complètement légitime, en tout cas on n'est plus les seuls à faire cette activité, et donc on s'appuie sur des installateurs. Alors, c'est ce qu'on appelle des installateurs agréés, c'est-à-dire qu'on est en situation d'examiner cette filière, dans cette filière-là, quels sont ceux qui posent
de manière durable, c'est-à-dire c'est du matériel qui est éprouvé, c'est du matériel qui est posé dans de bonnes conditions, et c'est du matériel également qui est recyclé. Après, c'est pas nous qui fabriquons les panneaux, enfin c'est pas EDF, c'est pas nous qui les posons et c'est pas nous qui les recyclons, mais par contre, ce qu'on fait, c'est que on anime cette filière et à un moment donné, on est garant que les aides s'appliquent bien sur du matériel qui est éprouvé, qui est posé dans de bonnes conditions, et on va un tout petit peu plus loin puisqu'on essaie de sensibiliser les clients pour que ça ne soit pas juste des consommateurs, mais des consommateurs et qu'ils le fassent dans de bonnes conditions. Voilà ce que fait EDF aujourd'hui pour aider à ce que chacun puisse bénéficier de cette technologie au bénéfice de consommation réduite. Merci. J'ai une très mauvaise nouvelle. Il me reste 3 minutes et j'ai 4 demandes de questions. Donc, faites le calcul. Bonsoir. Ma question est un peu en réaction au propos de M. De Fontenay sur les conflits d'usage au niveau du foncier, notamment. Comment on peut se poser la question d'utiliser le foncier lorsqu'on a les toits martiniquais, les toitures martiniquaises qui sont vides en fait? Pourquoi on ne pourrait pas imaginer un système un peu sous le modèle d'Easy Drive où on a un Airbnb de la toiture? Je viens louer ma toiture, j'ai une usine de 10 000 m² et des industriels dont c'est le métier, parce que finalement, en tant qu'entreprise, ce n'est pas mon métier, je ne sais pas faire, je n'ai pas le temps. Mais vous, dont c'est le métier, vous pourriez vous en occuper. Et finalement, même si le consommateur, qui est les ménages, consomment surtout le soir, mais on a quand même des industries en Martinique qui sont souvent très énergivores. Et cette électricité-là, au moins, elle pourrait être verte, quoi. Si vous avez 10 000 m², je prends. Hein. Il n'y a pas de problème. On peut signer un bail tout à l'heure. Mais au contraire, nous, on a une équipe, Albioma Solaire Anti, qui est basée donc, à Trinité, et dont c'est le job de chercher en effet des toitures pour installer. Hein. C'est le quotidien, au contraire. On est, alors là-dessus, il y a deux choses. Il faut que, ça matche la PPE, c'est-à-dire que ce qui est intégré dans la programmation pluriannuelle. Et puis après, il y a d'autres. Il y a les appels d'offres CRE. Hein. La CRE, c'est la Commission Régulation de l'énergie, dont le ministre, d'ailleurs, notre ministre des Outre-mer, était le président juste avant de prendre le ministère. Jean-François Carenco était la CRE sort des appels d'offres pour le PV, mais le dernier appel d'offres qui est sorti aujourd'hui, c'était décembre 2020. Donc vous voyez, le problème, c'est que pour des acteurs industriels, il n'y a pas de visibilité. Et quand vous n'avez pas d'appel d'offres depuis décembre 2020, c'est compliqué. Donc vous pouvez faire que ce qu'on appelle des obligations d'achat qui sont limitées à 100 kW pour des toitures. Et je sais que, par exemple, alors il y a des acteurs nous en faisons, il y en a qui en font beaucoup. Et ça a des problèmes de raccordement, notamment, je sais qu'il y a un moment, j'en discutais avec le prédécesseur de Xavier, il me disait qu'il y avait 800 projets en file d'attente, en attente de raccordement. Parce que quand vous avez un foisonnement comme ça, c'est compliqué à raccorder. Mais les appels d'offres creux, alors là, ils vont relancer des appels d'offres creux pour la fin de l'année. Hein, mais le problème, c'est que c'est des appels d'offres creux qui reprennent des anciens projets, puisque comme il y a eu une inflation de 30% à peu près sur les panneaux, le matériel pour les installer, etc., et que vous avez un temps sur un projet, on le disait, c'est plusieurs années. Donc vous êtes lauréat à un moment, puis à un moment où vous avez réalisé, notamment sur ces dernières années, vous avez plus de 30%, et le modèle économique s'effondre. Donc d'un coup, poum, voilà. Donc là, on reprend finalement des projets qui avaient été lauréats, qu'on représente parce qu'ils n'ont pas pu se réaliser, parce que le modèle économique ne tenait plus la route, avec l'inflation qu'on a pu observer ces dernières années sur le matériel et sur le... Mais on peut se voir tout à l'heure, si vous avez 10 000 m², je suis très, très, très intéressé, évidemment. Comme il y a un appel d'offres qui sort, là. Mais par contre, vous voyez, 10 000 m², ça va rentrer dans un appel d'offres creux, etc. Mais là, c'est parce que ça vient juste de sortir. Mais bon, décembre 2020, donc quand vous avez des sociétés qui ne font que du photovoltaïque, c'est compliqué pour elles. Parce que, à part faire des petites, mais sur des projets de 100 kW, vous faites un profit de 1 000 à 2 000 euros par an, c'est tout.
Donc évidemment, vous organisez, vous faites du chiffre d'affaires, vous faites tourner votre boutique, mais vous ne faites pas de profit. Donc c'est pas c'est pas à notre main seule, quoi. Et sur les conflits d'usage sur le foncier, en effet, je suis un fervent défenseur des projets agrivoltaïques qui combinent la coactivité. On a un gros projet, par exemple, en Guyane, qui va offrir 10 mégawatts de production d'électricité de base à partir de photovoltaïque, en mettant à peu près on va dire 60 mégawatts, donc 60 hectares de panneaux photovoltaïques, mais qui sont en hauteur, et où en dessous, on pourra faire passer des engins agricoles, et il y aura de l'élevage. Donc en même temps, ça offre un peu un couvert, une protection solaire, et ça garde l'humidité et la chaleur, etc. Donc vous voyez, il y a des choses intelligentes qu'on peut faire qui ne vont pas définitivement condamner du foncier pour une seule activité, mais qui vont s'inscrire dans une activité qui existe déjà. Donc là, il y a des choses, et je pense que je vais aller plus loin. Donc vous avez 50 000 hectares de forêt en Martinique. Et donc il y en a à peu près, on va dire, moitié-moitié privé, public, mais qui sont complètement inexploités. Donc je ne dis pas qu'il faut couper ça, au contraire, il faut le garder, mais si vous l'exploitez en faisant des éclaircies, justement en favorisant les pousses endogènes, etc., donc il y a aussi, vous pouvez développer une industrie de bois d'œuvre et utiliser les connexes de cette industrie de bois d'œuvre pour utiliser comme combustible. Enfin voilà, il y a énormément de choses à faire. Il faut une grosse volonté politique. Oui, moi je trouve que les intervenants ont raison. Ils mettent l'accent sur un certain nombre de problèmes que Madame a posés. Et en fait, il y a une divergence majeure entre le procédé qu'évoque Madame, qui est un procédé finalement qui rompt les règles des grandes entreprises, et nous sommes, nous, consommateurs, en rupture avec ces règles des grandes entreprises. Et quand Madame me parle des parkings, avec plein de parkings, nous avons plein de toitures. Et cette toiture-là, eh bien, l'électricité est disponible dans toute la journée pour EDF. Je vous propose de donner, il y a 3 personnes qui demandent, qui posent leurs questions rapidement, et ensuite on reprend la main définitivement. Comme ça, je ne vais pas stresser. Merci. Ma question est très simple. Je n'ai pas entendu parler du tout dans vos interventions de la géothermie marine. Or, il me semble qu'en tant qu'insulaire, la mer est une de mes préoccupations majeures à tout point de vue. Je rappelle qu'il vient d'y avoir un très, très important rapport du Sénat qui fait, fait que les 90% qui font que la France est la 2e puissance maritime, c'est l'outre-mer. Je rappelle en outre que nous sommes ici dans un débat européen, quelque part, et que nous faisons partie de ces fameuses régions ultra-périphériques. Tout ça me fait penser que la mer et la géothermie marine devraient être au centre de tout ce que nous disons quand nous parlons de transition énergétique. On finit avec 2 dames, comme ça peut-être que ce sera plus bref. Alors, la première. Bonsoir, pardonnez ma voix, elle est encore un peu malade. Eh bien, c'est un peu la poursuite de cette question qui vient d'être posée. Ma question, c'était l'énergie thermique des mers, cette différence de température entre la surface et les profondeurs. Mais si ce projet a été suspendu, est-ce qu'il est suspendu ou abandonné? Donc, c'est la question. Est-ce que c'est dû à des problèmes d'investissement, à de la fiabilité du process, ou alors est-ce que c'est un choix politique en raison des risques? Voilà. Et dernière question. Toujours provenant de la mer, juste une question qui n'est peut-être pas d'à propos, mais je la pose quand même. Y a-t-il une idée, une analyse, une étude, un projet qui serait lié à la transformation des sargasses en énergie propre? Un projet local ou intercaraïbéen également?
Je vais répondre pour l'énergie thermique des mers. Voilà, vous avez 5 minutes. À ma connaissance, parce que je n'étais pas directement impliqué du tout, mais on a un peu suivi, puisque c'est un projet qui avait été initié notamment à l'île de la Réunion, qui ne s'est pas fait à la Réunion, qui a été transféré en Martinique, à la côte sous le vent, et voilà, exactement, un peu au large de Bellefontaine. Et puis finalement, quand le projet est avancé, donc il y a deux raisons, en effet, qui ont vu l'arrêt de ce projet. C'est un projet économique. Il y avait 8 mégawatts et si on parlait de 400 millions d'euros d'investissement. Donc il y a un moment, l'État a dit ok, c'est sympa, mais là on ne peut pas. Et puis il y avait un projet aussi environnemental. Il y avait un environnemental parce que finalement, voilà, il faut un fluide caloporteur pour l'échange. Et on oublie assez facilement qu'on est quand même dans des régions soumis à des contraintes climatiques, cycloniques et sismiques, vous connaissez très bien ça, et d'avoir une barge un peu au large de Bellefontaine avec des centaines de tonnes d'ammoniac, ça, à un moment, il y a on revient à ce que je disais au tout début, l'acceptabilité des projets. Et là, on a dit, bon, écoutez, il y a trop de dangers par rapport aux contraintes qui sont liées à notre archipel, enfin à l'île de la Martinique, et donc on va arrêter ça. Donc c'était environnemental et puis économique sur le sujet. Monsieur. Et puis alors, les sargasses, oui, là c'est un sujet qu'on connaît bien, puisque quand les sargasses, enfin il y a toujours eu des sargasses, mais c'est vrai que depuis quelques années, il y a quand même des épisodes un peu massifs d'arrivée des sargasses, et donc j'ai eu le préfet de Guadeloupe, le préfet de Martinique à l'époque qui m'ont appelé, quand est-ce que vous pouvez les prendre pour les brûler. Et donc on a fait évidemment des analyses, mais les sargasses sont extrêmement riches en chlore, en sel, etc. Et donc si on les brûlait comme ça on arrivait à détruire à peu près une chaudière en 6 mois assez rapidement. Donc c'était pas possible. Alors il a fallu étaler les sargasses, les laver, donc avec de l'eau pour retirer tout le sel, etc. Et il y avait un deuxième, donc ça c'était pas viable. Et puis la deuxième chose, c'est que ils sont très riches en métaux lourds et notamment en arsenic, avec des taux 400 fois supérieurs à peu près à ce qu'on peut observer ailleurs. Et donc une fois que vous avez, même si vous brûlez ça, les métaux lourds ils restent là. Donc vous vous retrouvez avec des sous-produits de combustion extrêmement riches en arsenic. Et qu'est-ce que vous en faites ? Et ça pose même un autre problème, c'est-à-dire que si demain vous récupérez énormément de sargasses et que vous mettez des volumes importants sur un même terrain, par lixiviation, donc par pluie, vous avez un entraînement de métaux lourds et vous pouvez avoir des pollutions. Donc voilà. Donc aujourd'hui, on a fait pas mal d'études, etc. Donc en effet, de temps en temps, vous avez des propositions pour valoriser ces sargasses. Mais c'est souvent en dilution, c'est-à-dire qu'on va prendre, par exemple, pour un produit qui fait 100, on va prendre 10% de sargasses, et puis on va rajouter 90% d'autres produits qu'on fait venir. Donc le bilan global n'est pas intéressant. Et donc aujourd'hui, finalement, on s'aperçoit que la seule solution au mieux pour les sargasses, ce serait de ramener ça en mer, et soit de les broyer pour que ça, parce qu'au moment ça coule, mais aujourd'hui, il n'y a pas de solution complète qui pourrait donner, et en même temps, encore moins sur des engagements de sociétés privées, puisque vous avez la ressource, elle est aléatoire, donc c'est impossible à financer. Demain, vous allez demander à un industriel de dire allez, investissez là-dedans. Puis pendant 2 ans, vous allez avoir du produit, puis pendant 2 ans, vous n'allez plus en avoir. Donc, je veux dire, vous n'avez aucun établissement financier, même le Crédit Agricole, qui vous suivra pour vous financer ce type de programme. Donc, ça sera forcément un programme public. Donc, peut-être juste un complément par rapport à toutes les questions sur la production, en particulier la géothermie. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé beaucoup, mais on démarre une période de consultation. Alors, c'est collectivité territoriale de Martinique, c'est le SMEM, syndicat mixte d'électrification de Martinique, EDF, l'ADEME, ainsi que l'État avec l'ADEAL, qui travaille sur la programmation pluriannuelle de l'énergie, c'est-à-dire qu'en janvier 24, vous aurez les perspectives avec lesquelles, dans les prochaines années, on va produire de l'électricité. Et donc c'est un choix qui a été présenté ce matin, que
d'interpeller, d'interagir avec la population, avec les citoyens, pour que chacun puisse s'exprimer et que chacun puisse produire, ou en tout cas livrer ses réflexions ou ses solutions sur les nouveaux outils de production. Merci, je suis désolé, mais bon, le temps, c'est inéluctable. En tout cas, je vous remercie de la qualité de vos interventions et de vos interrogations. Bon, au fur et à mesure du temps, nous allons arriver à synthétiser les questions et comme ça, ça ira. Et là, nous allons, dans la dernière demi-heure, redonner la parole à nos invités dans le même ordre. Hein, comme ça, on ne change pas une équipe qui gagne, qui nous feront part de leurs propositions. Donc, madame, voilà, c'est parti. Que devons-nous avoir comme proposition? Qu'est-ce que nous aurons à soumettre à notre colloque européen? Tiens. Alors, juste pour rebondir un petit peu, je vais essayer de reprendre l'ensemble des choses qui m'ont fait penser à des éléments de solution. Donc, monsieur l'a dit, je suis complètement convaincue que l'avenir de notre territoire passera par les enfants. Ça, c'est une certitude. Moi, ça fait quelques années que je vis en Martinique, alors probablement beaucoup moins que beaucoup d'entre vous. Mais mes enfants grands comme ça, je les ai amenés faire des ramassages de déchets sur les plages. Et j'ai même été dans les écoles pour faire de la sensibilisation à la transition énergétique. Malheureusement, c'est toujours associatif et donc bénévole. Donc ce serait formidable que tous ceux qui sont là aujourd'hui prennent part à ce genre d'engagement, parce qu'on a absolument besoin de bénévoles dans les associations environnementales qui sont très 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 peu fréquentées. Donc on a besoin de faire passer ces messages, et je sais que ça ne peut pas être que l'Europe et l'État. Il faut aussi que tout le monde se prenne en main et décide d'œuvrer pour son territoire. Ça, c'est fondamental. Donc dans ce cadre-là, j'ai envie aussi de dire que la voiture électrique, donc par exemple la pose de panneaux photovoltaïques et la pose de bornes de recharge, ça reste une solution d'avenir aussi pour créer des emplois. Donc nous, on est formateurs pour apprendre à des jeunes à se former dans ces filières-là. Et je pense aussi que la transition énergétique, je ne sais plus qui avait parlé de transition sociale, mais c'est effectivement absolument nécessaire que la transition énergétique soit une source de création de métiers, des métiers de demain. Puisque de toute façon, on sait que les métiers de demain ne seront pas les mêmes que les métiers d'aujourd'hui. Et là, il y a effectivement un certain nombre d'éléments comme opérateur de pose de bornes de recharge ou opérateur de pose de panneaux photovoltaïques. Mais il y en a forcément des tas d'autres qui doivent arriver. Il faut travailler sur ces filières-là, comme le recyclage des batteries, le recyclage des panneaux solaires. Pourquoi est-ce qu'il va falloir envoyer tous ces panneaux au bout du monde alors que peut-être on pourrait les recycler sur la Caraïbe? La Caraïbe, c'est 1 million de bassins de population. Ensuite, il y a la question des bornes, toujours, puisque je reste dans le domaine que je maîtrise. On a des bornes qui s'appellent des bornes véhicules to the grid. Alors, ça ne se dit qu'en anglais, ou on peut dire en français bornes bidirectionnelles. Ces bornes, alors actuellement, je crois qu'il n'y en a qu'une, puisque c'est celle qui est posée chez Green Technology, qui ont la capacité d'être réversibles. C'est-à-dire qu'au lieu d'alimenter la voiture, la voiture peut alimenter le bâtiment. Et en fait, dans le mix énergétique, donc c'est cette capacité à réfléchir comment utiliser les énergies au bon moment sur les bâtiments, en fonction des usages, des besoins. Alors, le premier usage auquel on peut penser, c'est tout simplement en cas de coupure d'électricité. On a une voiture électrique à la maison. Si on a une borne bidirectionnelle, on branche sa voiture à la maison et on est alimenté. Donc ça, c'est déjà formidable. Bon, ça reste anecdotique. Mais dans le cadre des entreprises qui ont des flottes de véhicules qui sont garés toute la journée sur le parking, imaginons qu'on ait des panneaux solaires sur cette entreprise. L'entreprise produit du solaire, la voiture se charge la journée, et le soir, quand il y a besoin de clim ou quelque chose, on branche la voiture qui est chargée, qui a beaucoup plus d'énergie que nécessaire pour l'entreprise, et on peut mixer cette énergie par différents moyens, et donc les véhicules peuvent devenir une source d'énergie. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel il faut travailler aussi, à développer, parce que, alors, ce n'est pas forcément pour le petit cas chez le particulier où il va y avoir ce besoin au moment de la coupure EDF, mais c'est vraiment une réflexion globale de comment j'utilise mon énergie intelligemment pour ne pas mettre en péril mon territoire. Et la dernière solution, monsieur, vous êtes plusieurs à en avoir parlé, à avoir réagi à ce Airbnb du solaire.
Donc là, on a vraiment besoin des acteurs politiques. C'est-à-dire qu'on a une solution qu'on a pensée. Je ne pense pas qu'on soit les seuls à y avoir pensé, mais en tout cas, on est en train d'essayer de développer, nous, une application qui permette que, quand on est un producteur d'électricité, par exemple, imaginons, on a une copropriété. On peut produire de l'électricité sur le toit. Actuellement, la seule solution qui s'offre à vous, c'est de revendre cette électricité à EDF. Mais si vous faites de l'autoconsommation, il existe un décret qui est sorti il y a quelques années en France, qui autorise la revente de cette électricité. Alors, je suis désolée, Monsieur Fichot, c'est contre EDF, ce ne serait pas bien pour EDF. Mais en fait, il existe un décret qui autorise la revente d'électricité dans un rayon de 2 km. C'est-à-dire que donc, cette copropriété pourrait produire de l'électricité et revendre, soit à soi-même, à ses propres copropriétaires, donc non plus injecter seulement dans le compteur des communs, mais que chacun puisse bénéficier de cette électricité qui est produite sur le solaire. Pour ça, il faut juste une application intelligente qui permette d'avoir cet échange d'énergie. Puisque par contre, on est réglementé, on n'a pas le droit de vendre de l'énergie quand on ne s'appelle pas EDF. Donc il faut juste trouver une monnaie d'échange qui permette d'échanger cette énergie. Ça permettrait de redonner encore le pouvoir à la population, puisque en devenant producteur sur sa toiture de son domicile, on peut à nouveau être moins dépendant des tarifs EDF, mais ce n'est pas du tout une critique. Hein. Et donc, avoir une solution. Alors, actuellement, malheureusement, ce décret n'est pas autorisé sur les... Je ne suis même pas sûre qu'il soit autorisé sur le territoire hexagonal. Ça, peut-être, M. Fichot pourrait nous répondre. Mais il existe, mais il n'est pas autorisé. Donc, il y aurait un moyen que la CTM, qui est un très gros propriétaire foncier, les collectivités puissent devenir producteurs pour leurs concitoyens et pour leur entourage. Et on est convaincu de ce système-là. Malheureusement, on ne peut pas encore le mettre en place. Donc j'espère que nos politiques vont prendre ce sujet en main et redonner un petit peu de puissance financière à nos territoires. Merci. Merci, Madame Comeau. Merci. Monsieur de Fontenay. Non, au niveau européen, on le voit dans différentes directives qui sont sorties récemment, c'est que la spécificité des DOM, qu'on appelle des zones insulaires ou des zones non interconnectées, ne sont pas pris en compte. Et ça, on est obligé de se battre après, vraiment, et de ramer notamment, et en sollicitant les députés européens. Max Orville avait été sollicité justement à cette époque-là. Parce que, par exemple, on vous dit, oui, il y a tel type de production, mais ça doit être associé à du chauffage. Ok, d'accord, mais qu'est-ce qu'on va chauffer en Martinique? Donc, il n'y a pas de réseau de chauffage urbain. Vous voyez, ce sont des petits exemples anecdotiques, mais ils ne sont pas pris en compte. Et donc, dans chaque directive, ça serait bien qu'il y ait à un moment une attention particulière en disant, voilà, oui, il y a des spécificités, c'est des zones insulaires, elles sont non raccordées. Elles sont soumises à des contraintes cycloniques, climatiques particulières. Et donc, il faut le prendre en compte, ça. Donc ça, ça serait au niveau de l'Europe, ça serait quand même une vraie plus-value pour les territoires insulaires. Au niveau de l'Europe aussi, si on veut développer, par exemple, pour parler de la géothermie, hein, la géothermie est très longue à développer parce qu'il faut quand vous êtes, par exemple, lauréat de permis exclusif de recherche, il faut faire des forages exploratoires. Chaque forage exploratoire, c'est entre 2 et 6 millions d'euros. Et quand vous faites un forage explorateur, vous n'avez aucune garantie du résultat. Donc, il faudrait qu'il y ait une ligne budgétaire, par exemple, je sais pas, qui soit associée au FEDER ou quoi que ce soit, qui dise, par exemple, demain, en cas de non-succès, il y a quand même une compensation qui est faite, parce que sinon, c'est compliqué pour des acteurs, etc. Et je revenais aussi parce qu'on est très actif avec le rectorat, et en effet, on voit, on intervient dans les écoles, mais surtout au niveau entre CP et 3e, par exemple. Ça serait intéressant aussi qu'il y ait des lignes qui soient dès maintenant, je pense que ça serait fondamental, dans l'enseignement, hein, qui soient des sujets qui fassent part entière, comme le français, comme l'anglais, etc., qui est quelque chose sur l'énergie, la transition énergétique, la sobriété, etc., qui soit aussi indiqué là-dedans. Alors c'est plus au niveau national, mais je pense que ça serait important.
Après, donc, il y a beaucoup de sujets sur le développement de l'agrivoltaïsme, sur le développement, etc. Mais donc, ça, c'est... mais je suis assez confiant. Je pense que, par exemple, en 2030, en effet, la Martinique pourrait être 100% renouvelable. Je ne parle pas d'autonomie énergétique, mais pourrait être 100% renouvelable. Oui. Merci, monsieur. Il m'a répondu juste à la fin. Merci, monsieur Fichot. Allez, pour reprendre les propos de mes collègues, d'abord, oui, on a une loi qui nous permet effectivement de produire, et pas que pour soi en autoconsommation chez soi, mais vers ses voisins. Ça s'appelle l'autoconsommation collective. Vous disiez 2 km, en fait, c'est lié à une contrainte technique. C'est que, on a dit qu'on faisait de la pédagogie, mais un tout petit mot, c'est que vous avez des réseaux moyenne tension et des réseaux basse tension, et vous avez des transformateurs pour abaisser cette tension. Et donc, tant que vous êtes sur le même réseau, la même grappe de clients qui est alimenté par votre poste de transformation, vous pouvez faire ces échanges d'énergie. C'est des choses nouvelles. Bon, moi, ce que j'ai envie de dire, est-ce que ça m'éclaire ce que vous dites, c'est que on peut demander plus, mais faisons déjà avec ce qu'on a. On a déjà en Europe des possibilités, on a déjà dans la loi des choses qu'on peut faire. Tout à l'heure, on a parlé du compteur numérique, on a des potentiels à travers ce compteur numérique. Faisons déjà avec. Ensuite, si on veut plus, bonne idée, mais qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Allez, je rebondis sur ce que disait M. Albioma, M. de Fontenay. Peut-être un petit peu plus pour ce qui concerne la Martinique et les territoires insulaires, plus de sur-mesure, plus de sujets qui soient adaptés à ce qu'on fait nous. La consommation, on a beaucoup parlé, il faut continuer à consommer moins. Peut-être qu'on peut dire aussi consommer mieux. En tout cas, ça a un écho particulier sur nos territoires, c'est-à-dire que c'est pas le tout de consommer moins, c'est si on consomme à certains moments donnés de la journée, on l'a vu par rapport à l'équilibre offre-demande, mais aussi par rapport au mix énergétique. Soyons vertueux, c'est-à-dire que j'ai de l'énergie renouvelable disponible, utilisons-la. Le pire, ce serait qu'elle soit gâchée, qu'elle ne soit pas utilisée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire sensibiliser les populations, mais la sensibilisation ne fait pas tout. On peut avoir un moyen qui s'appelle le signal tarifaire. Un signal tarifaire, ça veut dire quoi? Il faut y être prêt, hein. C'est pas le tout de demander des choses à la loi, après il faut accepter que ça soit mis en œuvre. Ça veut dire des bonus à des moments où on est vertueux, mais aussi des malus à des moments où on n'est pas vertueux. Donc c'est quelque chose qu'il faut bien peser avant de le mettre en œuvre. Mais c'est ça aussi qui fait qu'à des moments, on a des changements de comportement. Et puis peut-être ma dernière idée serait de faire ensemble, parfois, pas ici évidemment, mais on peut opposer les uns les autres en disant le carbone, en disant l'hydrogène, en disant... Moi, je crois qu'il faut faire feu de tout bois. On arrivera à un moment donné, heureusement, à plus avoir de carbone ou plus de production à partir de carbone. Mais d'abord, j'ai envie que ce chemin-là, que cette échéance-là soit la plus rapprochée possible. Et plus j'utilise de nouvelles technologies qui ne produisent pas de carbone, et plus cette échéance se rapproche. Moins je consomme, et plus je consomme au bon moment, mieux c'est. Et puis, le temps que j'ai à parcourir, je ne sais pas si c'est 5 ans, je ne sais pas si c'est 10 ans, je ne sais pas si c'est 15 ans. J'aimerais que ce soit le plus court possible. Mais pendant ce laps de temps, il y a un chemin à accomplir. Et ce chemin-là, il faut qu'il soit le plus vertueux possible. Et là aussi, pareil, prenons toutes les bonnes volontés et tous les acteurs qui sont autour de la table et qui veulent faire en sorte qu'on consomme mieux, on produise mieux. Alignons-les plutôt que de les opposer. Merci, M. Fichot. On peut remercier nos 3 intervenants. En tout cas, moi, en filigrane, ce que je vois, excusez-moi, mais j'ai des déformations comme ça, j'entendais pendant qu'ils parlaient tous les 3 différenciation. Voilà. Donc, on adapte, mais on fait comme on peut faire chez nous. C'est ce que j'ai compris quand je vous ai entendu. Peut-être ai-je mal compris. Enfin, chacun verra. Voici, c'est la fin donc, de notre 2e table ronde. Un grand merci encore à vous d'avoir fait ce déplacement mardi soir. Un grand merci encore à nos 3 intervenants. Que je vous demande, allez, on les applaudit encore. Oui. En tout cas, avec tous nos encouragements pour la suite. Rendez-vous en 2030. Je ne sais pas si je serai là, mais en tout cas, si je suis là, je vais vous rappeler, je vais vous rappeler que je suis là. Bon. Comme elle le fait si bien,
Erika Morgan, c'est la petite dame qui est tout au bout, va mettre vos propositions au propre pour une Martinique que nous espérons, nous sommes nombreux, de plus en plus nombreux à espérer, de plus en plus positive. Tous nos remerciements au Crédit Agricole. Et oui, bon, il faut dire merci au Crédit Agricole. À Max Orville, et puis à certains comme Yvon Joseph-Henri, à notre potomitan Emmanuel de Rénal, merci à toute l'équipe des techniciens qui a permis d'avoir une sono correcte. On a eu juste un petit trou au début, mais merci messieurs, c'était parfait. Alors, mesdames et messieurs, notez sur vos agendas que la 3e table ronde aura lieu début novembre. Je ne donne pas encore la date puisqu'il y a un petit souci, est-ce le mardi, est-ce le lundi, mais vous aurez la communication sur le thème de l'insertion des jeunes. Voilà, ça va faire plaisir à monsieur sur l'éducation notamment. Voilà, des précisions sur cette 3e table ronde dans les prochains jours. Merci et bonsoir à tous.